Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Rémi Fontaine, je suis chargé de projet à l'ORIV, association qui assure des fonctions de centre de ressources dans la région Grand Est, dans les domaines de la politique de la ville, de l'immigration et de l'intégration, et de la lutte contre les discriminations. Cette visioconférence, comme celle du 19 septembre dernier sur les mobilités, elle s'inscrit dans une montée en compétences progressive de notre association sur ces enjeux de transition écologique dans les quartiers populaires, qui est un levier possible pour réduire les écarts de développement au sein des villes. Et donc, sur notre site internet, on a créé une page qui contient d'abord une note de cadrage, justement un peu exploratoire sur ces enjeux de transition en quartier populaire. Ensuite, en janvier de cette année, on a eu une séance d'un cycle de qualification sur la nouvelle contractualisation. On avait eu le plaisir d'avoir un cadrage par Charlotte Sitz de l'agence Air Climat Énergie Grand Est, ainsi que l'intervention de Léa Bienne sur les pratiques écologiques des habitants dans les quartiers populaires. Et donc voilà, vous pouvez retrouver sur notre site les supports de ces interventions ainsi que le replay. Et avec le club transition du réseau national des centres de ressources, on a également sorti un kit numérique qui s'appelle Enjeux croisés et qui était un petit peu produit pour pallier aux besoins des professionnels dans la politique de la ville, justement, de connecter facilement ces enjeux de développement durable et ceux de la politique de la ville. Et donc pouvoir faciliter la prise en main lorsqu'on débute sur ces sujets. On peut voir un petit peu les liens et articulations possibles entre enjeux sociaux et environnementaux. Pour en revenir un petit peu au sujet d'aujourd'hui, en fait, lors du séminaire, du webinaire de janvier, vous avez un petit peu demandé sur quel sujet vous voudriez que l'association elle propose du contenu supplémentaire et l'agriculture urbaine en faisait partie. C'est quelque chose de compréhensible pour trois raisons. Notamment, on entend beaucoup parler de cet objet ces dernières années, assez médiatisé, notamment dans un contexte de précarité, où les questions alimentaires, elles sont de plus en plus prégnantes dans les contrats de ville, et où justement la puissance publique, dans le même temps, elle veut lancer une réappropriation de l'importance du bien manger. Dans un contexte aussi où la transition écologique, elle est indispensable face au dérèglement climatique, et où les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont peut-être les territoires où celle-ci serait la plus facile à mettre en œuvre et où ses effets seraient les plus bénéfiques pour le territoire et ses habitants. Donc voilà, la culture urbaine peut être vue comme un levier dans ce lien au vivant. On voit qu'en ce moment, elle est en plein développement, justement à l'intersection d'enjeux sociaux, économiques, environnementaux, peut-être plus éducatifs. Mais c'est une notion complexe qui recouvre un grand nombre de pratiques. En effet, si on la définit comme le développement, la fabrication et la distribution de denrées alimentaires et d'autres produits qui sont issus de la culture et de l'échange dans et autour des villes, donc là c'est une définition de Chiara Tornaghi, ben, voilà, ça regroupe quand même beaucoup de pratiques si on s'en tient à la typologie de l'Association française d'agriculture urbaine. On a trois grandes typologies qui seraient les potagers et jardins collectifs, les fermes urbaines participatives et les fermes urbaines plus spécialisées. Et donc voilà, on voit qu'il y a quand même une diversité de modes d'occupation et de production, ça recouvre vraiment beaucoup de choses. Et cette agriculture urbaine, elle se heurte à plusieurs enjeux majeurs, ou du moins, il y a quand même des questions qui se posent, c'est quelle gouvernance alimentaire sur les territoires où elle se met en œuvre, quel prix des aliments produits, quel financement ou modèle économique, quelle ingénierie, on entend parler de beaucoup de choses, quelle relation avec l'urbanisme ou la biodiversité dans ces territoires, quand on sait que, voilà, en France, on artificialise l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 7 minutes, je crois. Hem, comment cette nature en ville, elle, elle est vraiment elle s'intègre dans une stratégie d'urbanisation et aussi quelle place, pour le lien social dans ces projets. Donc sûrement que l'intervention d'Antoine, nous éclairera, nous permettra d'y voir plus clair un petit peu sur ces enjeux. Voilà, juste, avant de lui laisser la parole, je voulais revenir très rapidement sur, l'appel à projet, quartier fertile de l'ANRU. Voilà, si on parle de médiatisation de l'agriculture urbaine, comment ne pas citer cet appel à projet?
de l'ANRU qui a permis de financer 100 fermes urbaines sur environ 140 quartiers prioritaires, il me semble, avec un but de création d'emplois, de développer les circuits courts et d'améliorer le cadre de vie. Sur le Grand Est, on a 3 lauréats de l'appel à projet à Strasbourg sur 5 quartiers prioritaires et à Mulhouse et à Reims sur un quartier prioritaire chacun. Voilà. Pour présenter un petit peu notre interlocuteur aujourd'hui, Antoine, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire de recherche Société, Sensibilité et Soins et à l'université de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté. Je vous ai mis quelques-unes de ces publications en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Antoine a aussi été chargé d'études agriculture urbaine à l'Institut Paris Région et a accompagné des collectivités dans la mise en œuvre de justement des quartiers fertiles par l'ANRU. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et puis sur ce, Antoine, je te laisse la parole. Oui, bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, j'ai intitulé cette présentation, mais en fait parce que c'est aussi lié à d'autres recherches que j'ai faites, notamment à l'université du Mans. Et c'est pour ça que cette slide-là, en fait, elle est tirée de mon travail à l'université du Mans. Mais en gros, ce titre-là résume aussi le contenu de mon intervention. Donc, les quartiers premier échelon de la transition socio-écologique alimentaire. Et l'idée, comme l'a précisé un petit peu Rémi, effectivement, hein, c'est de montrer comment l'agriculture urbaine, à travers, en fin de compte, ces différentes fonctions, et plus particulièrement, et c'est là-dessus que je m'attacherai à aller, son rôle social. Elle est un vecteur, elle est un outil, elle est un véhicule, peu importe le nom, de transformation sociale des quartiers et d'une autre approche plus peut-être réflexive avec les habitants sur cette transformation sociale et sur cette notion de transition socio-écologique. Alors, j'ai fait 4 parties en gros, hein, très vite, hein. Une première partie parce que bah, l'idée, c'est aussi ce que me demandait Rémi, c'est de recontextualiser d'une façon un petit peu historique l'agriculture urbaine, hein, pour comprendre un petit peu d'où on vient, de quoi on parle et là où on en est aujourd'hui. Une deuxième partie où je vais vous présenter rapidement, parce que bah, vous l'avez toutes et tous bien en tête, je pense, et puis Rémi l'a rappelé un petit peu, quartier fertile. Donc effectivement, moi, j'ai travaillé directement sur ce projet avec l'ANRU en 2020. En fait, j'étais dans le comité, je ne sais pas comment appeler ça, enfin le groupe qui a construit, en fin de compte, l'appel à projet, hein, aux côtés de l'INRA, de gens de très grands noms, entre guillemets, de l'agriculture urbaine, comme Christine Aubry, hein, une chercheuse de l'INRA et d'AgroParisTech, qui est une chercheuse référente, hein, sur l'agriculture urbaine. Donc, en fait, voilà, j'ai été directement les mains dans le cambouis sur l'appel à projet quartier fertile, qui me permet peut-être un petit peu mieux d'en parler, mais en même temps, vous avez sans doute aussi là-dessus quand même pas mal, de par vos fonctions, je pense, pas mal déjà de notions. Et puis, je terminerai avec 2 questions, en gros, autour de l'agriculture urbaine. Une première question qui est quelle importance souhaitons-nous donner au rôle social de l'agriculture urbaine? Parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, il faut le caractériser peut-être un petit peu. Et puis, pour conclure, je m'interrogerai sur le fait qu'effectivement, l'agriculture urbaine est une passerelle vers un aspect réflexif autour de la transformation sociale des quartiers. Voilà, c'est un peu ambitieux. Normalement, ça tient en 40 minutes. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, pour démarrer, juste peut-être une rapide définition, vraiment très très rapide, hein, pour le coup. En gros, l'agriculture urbaine, c'est une agriculture qui fait vivre la ville. Alors, elle la fait vivre à plusieurs titres, hein, économique, social, évidemment alimentaire, on en reparlera, culturel. Voilà, elle a un certain nombre de rôles qui fait qu'en fait, on peut s'y retrouver dans quelques compartiments que ce soit. Mais évidemment, la fonction alimentaire reste la première fonction vers laquelle on se tourne en général quand on parle agriculture urbaine, même, et on y reviendra, même si la fonction sociale, en fin de compte, est en train un petit peu de revenir sur le devant de la scène. Elle a toujours été là autour, mais à un moment donné, elle était un petit peu occultée, j'y reviendrai. Et puis c'est donc, du coup, elle fait vivre la ville, mais elle vit aussi de la ville, et elle vit de la ville à travers un certain nombre d'aspects. Alors non, elle vit de la ville déjà parce que l'agriculture urbaine se sert de tous les supports urbains
eh bien, pour se développer. Quand je dis tous les supports urbains, ça va évidemment de la pleine terre, même si la pleine terre en ville est un peu compliquée à manier pour différents aspects, hein. D'une part parce qu'il y a une artificialisation dans certaines villes considérable, ce qui fait que c'est difficile de trouver de la pleine terre. Et puis d'autre part parce que la problématique de la pollution des sols est évidemment souvent soulevée. Donc voilà, ça fait que la pleine terre parfois suscite beaucoup d'interrogations. Mais donc l'agriculture urbaine se développe aussi sur des supports artificiels, bien entendu, hein, sur les toits principalement, mais aussi dans les parkings, donc dans les sous-sols de la ville, sur les façades de la ville. Bref, elle utilise à peu près, encore une fois, tous les supports. Elle vit de la ville aussi parce qu'elle réutilise quelque part ses déchets, notamment ses déchets alimentaires, hein. Le compostage aujourd'hui est passé dans les mœurs et même devenu quasiment un outil de politique publique sous certains aspects. Et donc, on utilise beaucoup aujourd'hui, effectivement, ce recyclage des déchets alimentaires pour participer à la fertilisation, mais j'y reviendrai rapidement, des cultures, notamment en agriculture urbaine. Elle vit de la ville aussi parce que on utilise tous les fluides et toutes les énergies de la ville, hein, que ça soit l'eau, que ça soit l'électricité, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc, d'une manière assez large, on peut considérer qu'effectivement, il y a cette interaction entre elle fait vivre la ville, mais elle vit aussi de la ville. Et globalement, tout ça donne un lien fonctionnel à la ville. Voilà, pour résumer en gros cette définition de l'agriculture urbaine, vous trouverez plein de définitions. En gros, il y a autant de définitions de l'agriculture urbaine qu'il y a de chercheurs sur l'agriculture urbaine, donc ça en fait beaucoup. Mais assez facilement, vous trouverez deux, trois définitions assez robustes, notamment sur le site effectivement de l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle, qui a été cité tout à l'heure par Rémi. Je vais faire un petit retour en arrière, donc sur, une fois que cette définition a été énoncée, sur les racines historiques de l'agriculture urbaine. Parce que, petite précision, on a longtemps pensé, disons, au tournant des années 2010, quand l'agriculture urbaine a eu les projecteurs braqués sur elle, ou que les projecteurs se sont allumés sur l'agriculture urbaine, on a longtemps pensé qu'on était en train d'inventer, pour certains, en tous les cas, et certaines, une nouvelle forme d'agriculture et que, en gros, on était où on a cru être des précurseurs en la matière. Mais en fait, pas du tout. Vous l'imaginez sans doute malgré tout, mais même très très loin de ça. Et pourquoi très très loin de ça? Parce qu'en fait, l'agriculture urbaine, eh bien, on peut la faire remonter globalement à très très loin, hein, bien avant notre ère en l'occurrence, et à l'époque des cités mésopotamiennes, à l'époque de la civilisation sumérienne. Et cette époque-là, quelques grandes cités donc, qui ont été mises à jour par les fouilles archéologiques, quelques grandes cités ont montré que déjà on cultivait à l'intérieur de ces cités, notamment une cité, donc vous voyez tout en bas de la carte que vous avez sous les yeux là, Uruk en l'occurrence. Je ne sais pas, je pense que vous l'avez tous à l'image, hein. Et à Uruk, les fouilles archéologiques ont démontré, parce qu'il fallait notamment faire venir l'eau dans ces cités, ont démontré qu'à travers justement l'utilisation de l'eau, on avait fertilisé un certain nombre de terres intra-cités et que donc ces potagers qui s'étaient développés à l'intérieur d'Uruk servaient à alimenter et bien évidemment les habitants de cette méga-cité, hein, sumérienne. Ça a été démontré encore une fois grâce notamment à ce système extrêmement ingénieux que la civilisation sumérienne avait mis au point pour amener l'eau dans les cités et donc que cette eau non seulement serve évidemment pour ces fonctions donc entre boire et puis également se laver, enfin donner évidemment de l'eau aux bêtes, etc., mais aussi fertiliser encore une fois et aider à arroser les cultures. Donc, grosso modo, on peut estimer qu'Uruk et puis les cités sumériennes, alors c'est toujours un raccourci facile et puis qui a ses limites en matière de recherche historique, mais malgré tout, on peut estimer qu'Uruk est un peu le berceau, la civilisation sumérienne est le berceau de quantité de choses, hein, mais est un peu le berceau donc de l'agriculture urbaine. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va faire un énorme bond dans le temps. En fait, si je vous ai ramené à l'époque des civilisations sumériennes, c'était juste, encore une fois, pour un petit peu faire dégonfler, j'allais dire faire dégonfler le melon de celles et ceux qui, encore une fois, au tournant des années 2010, ont cru, comme je vous le disais, avoir inventé une nouvelle forme d'agriculture. Et puis, en fait, plus près de nous, quand on fait un grand bond dans le temps, au 19e siècle, eh bien, on s'aperçoit là aussi que l'agriculture urbaine était loin d'être une nouvelle culture donc proposée, mais trouve ses racines également dès le 19e siècle à travers notamment
eh bien, les jardins ouvriers, hein, qui ont été, en fin de compte, initiés par un célèbre abbé, l'abbé Lemire. Mais en fait, l'abbé Lemire, c'est pas l'initiateur en tant que tel. On l'oublie souvent, mais avant l'abbé Lemire, il y a eu une femme, et on oublie souvent, malheureusement, le rôle des femmes dans quantité de choses. Hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Eh bien, une femme en 1893, Félicie Hervieux, a eu l'idée, et donc un petit peu avant l'abbé Lemire, qui s'est appuyé sur son idée pour développer ensuite à grande échelle les jardins ouvriers. Mais c'est donc bien Félicie Hervieux qui avait eu l'idée de créer des jardins ouvriers à destination donc de cette nouvelle classe sociale issue quelque part, enfin pas quelque part, hein, issue évidemment de l'histoire industrielle du 19e siècle et du développement de cette histoire industrielle, notamment dans la dernière moitié du 19e siècle. Et Félicie Hervieux a imaginé justement apporter du bien-être social avec les jardins ouvriers. C'est une forme d'innovation sociale déjà, à travers notamment la question du bien-être, la question alimentaire, parce qu'il s'agissait bien aussi d'apporter à ces ouvriers eh bien, un supplément, en fin de compte, en termes alimentaires, à la fois un supplément d'un point de vue, je dirais, qualitatif, avec évidemment le fait de pouvoir cultiver ses propres légumes, et puis également un supplément parce que ça permettait, en cultivant ses propres légumes, de pouvoir subvenir davantage à ses besoins et également aux besoins de sa famille. L'abbé Lemire s'en est emparé de cette idée de Félicie Hervieux, et en 1893, il a créé la Ligue française du coin de la terre et du foyer. Et cette Ligue française du coin de la terre et du foyer est à l'origine donc du développement des jardins ouvriers qui vont véritablement couvrir le territoire national en quelques années. Hein. On va partir du nord de la France parce que, j'ai oublié de le dire, mais c'est une initiative qui, l'initiative de Félicie Hervieux, est née à Sedan. Et l'abbé Lemire était aussi donc issu de la région du nord de la France, et c'est de là que va partir effectivement cette idée de jardin ouvrier, et que ça va couvrir littéralement la France entière et se développer de manière exponentielle. Alors, je vous ai mis à l'image là un petit peu, alors parce que pour tout vous dire, hein, et comme l'a mentionné également Rémi, moi j'ai fait une grosse partie de mes recherches sur l'agriculture urbaine et de mon travail de recherche quand je travaillais encore à l'Institut Paris Région, et quand effectivement je coordonnais l'Observatoire de l'agriculture urbaine et de la biodiversité en Île-de-France. Et du coup, un certain nombre de ce que je vais vous montrer dans quelques instants, en termes notamment d'iconographie, vient d'Île-de-France. Donc voilà, aujourd'hui je travaille à Dijon, mais j'ai passé quand même pas mal de temps en Île-de-France. Et donc je me suis notamment appuyé pour cette présentation que je vous fais là sur quelques photos pour vous montrer un petit peu comment effectivement les jardins ouvriers ont véritablement bouleversé quelque part pardon, le paysage urbain, et se sont développés de manière concomitante aussi à cette industrialisation sur le territoire national. Alors à Paris, par exemple, si vous connaissez bien Paris, eh bien, ou un petit peu, mais vous connaissez au moins la photo du dessus, la petite photo en haut, hein, on est sur les voies sur berge. Telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors en plus, elles ont évolué, hein, puisque vous savez, comme moi, hein, que la plupart des voies sur berge aujourd'hui ont été reconquis sur l'automobile, et qu'elles ont été rendues piétonnières, mais ça c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez sur la photo du bas que donc au début du 19e siècle, en 1885, hein, très précisément, eh bien, ces voies sur berge qui n'existaient pas à l'époque, eh bien, sur le long de la Seine, il y avait quantité de jardins ouvriers et de potagers urbains qui alimentaient en partie, évidemment, les habitants de Paris. Paris, à l'époque, comptait énormément de potagers, et d'une certaine façon, qui participait d'une certaine façon à une forme d'autonomie alimentaire de la capitale, avec beaucoup de guillemets autour de ce mot autonomie. Donc voilà un premier aperçu un petit peu de ces jardins ouvriers autour de la ceinture parisienne, avec une autre photo. Là, vous voyez, tout en bas, la petite photo, c'est le fameux périphérique parisien qui, avant de voir le jour, eh bien, autour de Paris, vous aviez autre chose. Hein, en l'occurrence, vous aviez des fortifications censées défendre Paris, démolies en 1919. Mais avant qu'on les démolisse, s'était développé là aussi énormément de jardins ouvriers tout autour, donc encore une fois, de Paris.
Donc on voit bien combien effectivement ces jardins ouvriers ont largement contribué non seulement à cette fonction alimentaire, mais aussi, et c'est intéressant déjà d'avoir ça à l'esprit, ont contribué à modeler, encore une fois, le paysage urbain et quelque part ont eu une fonction déjà à l'époque urbanistique, même si évidemment on n'en parlait pas comme ça. Alors, voilà, là, je vous ai mis aussi quelques petites photos, qui sont, plus sur la Seine-Saint-Denis, donc le département, du 93, hein, avec, donc, des clichés, issus, de 2 villes de Seine-Saint-Denis, à la fois Duny et Stein, où on voit donc, ces, jardins ouvriers. Vous avez énormément encore aujourd'hui de jardins ouvriers, en Seine-Saint-Denis, malgré le fait que là aussi, l'urbanisation et notamment après, la Seconde Guerre mondiale, ait mis un petit peu, en péril justement ces jardins ouvriers. Malgré tout, on a réussi à les maintenir d'une façon, je dirais, assez conséquente. Et donc aujourd'hui, vous avez en gros, voilà, dans toutes les villes de Seine-Saint-Denis, une grosse partie qui est malgré tout restée telles qu'on les connaissait au début du XXe siècle. La bagarre autour de la préservation des jardins ouvriers continue, hein, puisque, bah, vous le savez peut-être, mais quand les Jeux Olympiques ont été donnés à Paris, il y a eu une grosse bataille qui s'est engagée autour de certains jardins ouvriers pour les préserver, notamment de la construction de certains équipements. C'est pas le sujet aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler. Bref, donc voilà, ce développement des jardins ouvriers tout au long de la fin du 19e siècle et du premier quart du 20e siècle. Et puis, ils vont tomber progressivement en déshérence pour tout un tas de raisons, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, ils vont progressivement avoir un rôle beaucoup moins important, à la fois que ça soit sur le plan alimentaire, mais également sur le plan social. Alors sur le plan alimentaire, très concrètement, pardon, le développement de l'industrie agroalimentaire, le développement d'une agriculture industrielle va en fait faire que globalement, et le développement aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, des supermarchés notamment, des hypermarchés, font qu'au fond, cette fonction alimentaire va petit à petit être rabougrie parce que bah, globalement, la population va trouver de quoi s'alimenter très facilement, avec qui plus est des prix de plus en plus bas, avec l'irruption, encore une fois, du système agroalimentaire français qui va bouleverser les habitudes à la fois en matière d'agriculture, mais également en matière d'approvisionnement alimentaire. Donc, tout ça mis bout à bout fait que globalement, vous allez avoir un rôle qui va devenir plus ou moins mineur en matière d'alimentation pour les jardins ouvriers, qui entre-temps ont été débaptisés, qui vont s'appeler les jardins familiaux. Alors en fait, ils sont débaptisés hein, pour au moins une raison. D'abord parce que bah, la classe ouvrière, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et globalement, je dirais jusque dans les années 60, va certes subsister, mais globalement, cette classe ouvrière va progressivement là aussi s'effondrer. Et par ailleurs, vous allez avoir la volonté, en appelant désormais, et en passant de jardin ouvrier à jardin familiaux, la volonté d'ouvrir, je dirais, davantage symboliquement ces jardins ouvriers et de montrer que il y a une volonté, je dirais, d'étendre les jardins donc désormais familiaux à l'ensemble de la population. Donc ces jardins familiaux, malgré tout, comme je vous le disais, vont progressivement reculer. Le rôle social va se maintenir, mais là aussi avec une fonction de moins en moins importante. Et on va arriver à la fin des années 60, à la fin des années 60 et début des années 70, avec au fond des jardins familiaux qui existent toujours, mais qui ont un petit peu disparu, je dirais, du paysage, alors déjà alimentaire, mais également du paysage social. Certes, on y cultive encore le lien social, mais ça n'a plus l'importance que ça pouvait avoir, encore une fois, au début du XXe siècle et jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Alors, une fois que cette histoire des jardins ouvriers puis des jardins familiaux a été un petit peu voilà, énoncée très rapidement, évidemment, vous allez me dire, mais quel rapport au fond avec l'agriculture urbaine? Ben, le rapport, c'est que à partir des années 70, va du côté outre-Atlantique ressurgir, alors je passe sur cette diapo-là, va ressurgir justement la question sociale et la question alimentaire en ville. Et elle va ressurgir à la faveur d'une désindustrialisation de l'Amérique du Nord et notamment des grandes cités américaines,
à commencer par New York, un New York qui va, au début des années 70, connaître une grosse crise économique et industrielle, avec un effondrement littéralement économique et social, produisant une multitude de friches industrielles et immobilières. Et sur ces friches immobilières et industrielles, une artiste plasticienne que vous avez à l'image, qui s'appelle Liz Christie, va avoir l'idée de recréer eh bien, une forme de lien social, justement, mais sur la base de la culture potagère. Elle va en fond donner quelque part un supplément d'âme, on va l'appeler comme ça, un supplément d'âme à ce lien social, et elle va avoir l'intuition que ce supplément d'âme, il peut venir de la culture et de l'agriculture en ville. Et d'une forme de ce que moi j'appellerais davantage que de l'agriculture urbaine, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, mais une forme de potagisme urbain. Cette idée-là, elle va prendre la forme de ce qu'on appelle et de ce que va appeler, de ce que va nommer Liz Christie, la forme d'une guérilla jardinière, la guérilla gardening, une guérilla qui a vraiment uniquement une forme pacifiste, évidemment. L'idée étant, et vous avez déjà sans doute entendu parler de ça, non seulement de multiplier justement ces jardins qui commencent à éclore, qu'on appelle des, euh, des community gardens, pardon, donc des jardins communautaires, sachant que le mot communautaire aux États-Unis n'a pas du tout la même connotation qu'en France. Hein. Donc, au fond, jardin communautaire en France, on l'a traduit par jardin partagé. Et donc, elle va avoir l'idée, avec sa guérilla gardening, de créer des petits outils pour reconquérir les friches, notamment, et développer, encore une fois, à la fois cette idée de reconnexion, bien avant qu'on en parle, aujourd'hui, de reconnexion au vivant et à la terre, mais aussi de reconnexion au vivant humain, je dirais. Et donc, pour ça, elle va s'appuyer notamment sur les fameuses bombes de graines. Je pense que vous en avez forcément entendu parler dans vos fonctions. Ces fameuses bombes de graines qui consistent en fait effectivement à agglomérer avec un mélange de terre, d'argile, etc., des graines, et vous jetez ces boules de terre et de graines dans les friches ou dans un terrain quel qu'il soit, de façon à faire jaillir à la fois des fleurs, mais également, pourquoi pas, des légumes, même si c'est un peu plus compliqué, mais on n'est pas là pour faire un cours d'agronomie. Elle va avoir cette idée-là et ça va extrêmement bien marcher. Un peu comme les jardins ouvriers au début du XXe siècle ont littéralement conquis l'Hexagone, eh bien, cette guérilla gardening, ces community gardens vont s'étendre en Amérique du Nord et depuis le début des années 70 pardon, jusqu'au milieu des années 80, vont se développer à vitesse grand V sur toute l'Amérique du Nord. Et puis, à partir des années 90, eh bien, la France aussi va quelque part s'inspirer de cette initiative. Un certain nombre de militants, d'activistes plutôt que de militants, vont s'emparer effectivement de cette idée issue d'outre-Atlantique, qui a conquis aussi par ailleurs le Canada. Hein. Le Canada va être assez précurseur, le Québec, le Canada va être assez précurseur justement dans ce retour de l'agriculture en ville, qu'on nomme pas encore agriculture urbaine. Donc, il n'y a pas encore de nom. On reste encore sur cette idée de guerrier gardening, de community garden, de jardin partagé. Et donc, en France, certains activistes vont s'en emparer. On commence à parler petit à petit, de plus en plus en tous les cas, d'environnement dans ces années 90. C'est le sommet de la Terre en 1992, pardon, qui commence à donner un écho particulier à l'écologie. C'est aussi la prise de conscience à travers des scandales alimentaires, hein, le scandale de la vache folle notamment, hein, au milieu des années 95. Bref, surgissent tout un tas de questionnements autour de l'environnement, autour de l'alimentation, et qui expliquent aussi que cette prise de conscience débouche sur une envie de s'emparer, une envie d'empowerment, hein, de capacitation, en fait, autour notamment de la reconnexion à l'alimentation. Et cette reconnexion à l'alimentation et au vivant non humain, elle va se traduire, et qu'on n'appelle pas encore comme ça, hein, elle va se traduire donc par l'arrivée des jardins partagés en France, des jardins partagés qui au départ sont un peu, je dirais, réalisés en s'emparant d'une façon encore une fois militante et sans demander rien à personne et surtout pas aux villes et aux propriétaires l'autorisation de s'installer. Mais les villes vont vite comprendre l'intérêt qu'il y a justement à s'emparer de cette forme au fond à la fois urbaine mais également sociale, alimentaire
et culturelle de s'emparer de cette forme-là pour créer officiellement des jardins partagés. Le premier jardin partagé, il va être créé un peu comme les premiers jardins ouvriers ont été créés dans le nord de la France. Hein. Et bien, le premier jardin partagé en tant que tel va être créé à Lille. Il existe encore, hein, ce jardin partagé. Une association va fédérer un petit peu ces jardins partagés. Vous l'avez à l'image, hein, c'est l'association Les Agents. Cette association qui signifie Association des jardins ouverts et néanmoins clôturés. Tout est dans le nom. J'aime beaucoup en fait ce nom, hein, cet acronyme. Je le trouve très parlant en tous les cas. Et bien cette association va avec la municipalité lilloise être à l'origine, quelque part, d'une forme d'institutionnalisation des jardins partagés. Et à partir de là, un peu comme les jardins ouvriers avaient explosé littéralement donc, à la fin du 19e siècle, eh bien, les jardins partagés vont exploser au début des années 2000, au début donc, du 21e siècle. Paris, par exemple, mais pas que Paris, hein, mais Paris va être un peu précurseur sur le. Alors, c'est donc Lille qui, je dirais, est à l'origine du premier jardin partagé municipal, mais Paris va développer une idée qui va être reprise ensuite dans énormément de villes, à travers notamment la charte Main Verte, qui est la charte des jardins partagés de la ville de Paris, et qui va servir d'instrument de politique publique pour multiplier les jardins partagés. Donc en 2001, la municipalité parisienne passe à gauche, et dans cette gauche municipale, il y a énormément d'écologistes. Le parti écologiste rentre pour la première fois dans un exécutif municipal parisien va porter littéralement cette idée de jardin partagé. Et on va passer en gros de un ou deux jardins partagés en 2001 à Paris à la fin du mandat de Bertrand Delanoë, la fin de son premier mandat en 2008, à une centaine de jardins partagés. Donc on voit bien combien cette idée de jardin partagé va là aussi contribuer petit à petit à amener cette idée du lien entre l'alimentation, le social et cette reconnexion, encore une fois, entre l'alimentation, là aussi, et le vivant non humain et bien sûr le vivant humain. Donc, ces jardins partagés, alors je vais passer à la seconde slide, comme je vous le disais, hein, se développent. Là, je vous ai mis un exemple, un parisien, encore une fois, avec une photo. Alors, j'insiste juste un tout petit peu sur les dates, en fin de compte, quand je vous mets Paris 2012, par exemple. Donc, vous voyez que ça fait longtemps, hein, maintenant, ça fait une douzaine d'années. Ce jardin partagé qui s'appelle Ecobox, qui est dans le 18e arrondissement, donc dans le nord de Paris, n'existe plus. Il a depuis été remplacé par un immeuble, en fait. Bon, c'est la triste fin de nombreux jardins partagés qui se sont créés tout au long des années 2000-2010. Mais heureusement, depuis, la plupart des jardins partagés ont été sanctuarisés, et cette triste fin du jardin Ecobox, eh bien, au fond, n'a pas été suivie d'effets ou de trop d'effets pour moult jardins partagés. Donc voilà, vous le voyez, hein, c'est ce jardin partagé, par exemple, à l'époque, en 2012, on est très très fiers d'y récolter du miel. Ça va faire aussi école, hein, ce miel dans les jardins partagés, ce miel en ville. Il va y avoir des entreprises qui vont se lancer autour du miel, avec notamment une entreprise qui s'appelle le Miel Béton, qui va connaître un développement important, notamment à Paris, en Île-de-France, issu de la production de miel intramuros. Voilà, c'est un petit peu le côté anecdotique, mais qui montre aussi, parce que le miel fait partie de ces balbutiements de l'agriculture urbaine, qui montre aussi, donc, encore une fois, qu'on commence petit à petit à s'engager dans une agriculture en ville sous toutes ses formes. Alors, euh, je vais peut-être rentrer maintenant dans les fonctions de l'agriculture urbaine après ce très rapide historique, hein, sachant que après les jardins partagés, eh bien, il va y avoir à partir de 2014 un tournant au fond pour ces jardins partagés pour l'agriculture urbaine, et c'est là véritablement que l'agriculture urbaine va se développer telle qu'on la connaît aujourd'hui en tous les cas. C'est qu'en 2014, vous avez des élections municipales en France, et ces élections municipales vont pour la première fois mettre l'agriculture urbaine à la une des programmes électoraux, tout simplement parce que ça soit à Paris, que ça soit à Lille, que ça soit à Strasbourg, que ça soit à Nantes, que ça soit à Marseille, un certain nombre de candidats aux élections municipales vont s'emparer de l'agriculture urbaine pour en faire quelque part un instrument des politiques publiques, en montrant que grâce à l'agriculture urbaine, on peut effectivement avoir une forme d'alimentation des villes
je vais y revenir dans quelques instants sur cette fonction alimentaire, mais on peut créer du lien social, on peut aménager la ville différemment et on peut surtout répondre aux problématiques écologiques et climatiques dont on commence à parler de plus en plus en 2014. Heureusement d'ailleurs qu'on commence à parler de la crise climatique, mais pas tant que ça. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, la crise climatique n'était pas aussi, je dirais, audible. Et je ne sais pas si elle est vraiment audible encore aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, en 2014, elle n'était pas aussi audible. Au fond, l'arrivée et la façon dont on va s'emparer de l'agriculture urbaine au cours de ces élections municipales constitue un pas important justement dans ce qu'on va appelée l'écologie urbaine et l'agriculture urbaine va servir un petit peu de cheval de Troie pour l'écologie urbaine. Donc l'agriculture urbaine en 2014 connaît un essor absolument fabuleux et cet essor ne va cesser de s'amplifier depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. En 10 années, l'agriculture urbaine va au fond s'installer en ville de façon pérenne, même si évidemment il y a eu des évolutions. Alors, la principale fonction quand on pense à l'agriculture urbaine, c'est sa fonction alimentaire. J'en ai parlé un petit peu à travers plusieurs exemples, donc notamment les jardins partagés, mais aussi, alors je vous ai mis, pour vous montrer qu'en fait, évidemment, ça ne s'arrête pas au sol français, les jardins partagés. Je vous ai montré là une photo qui est issue voilà, d'un terrain d'enquête que moi j'avais fait du côté de Barcelone, en Espagne, et notamment avec cette installation dans un quartier de Barcelone qui s'appelle Can Masdeu. Et à Can Masdeu, donc, vous voyez ce bâtiment qui est une ancienne léproserie, on a réhabilité, une association a réhabilité des jardins ouvriers à l'époque, qui étaient tombés un petit peu en déshérence et a mis au service du quartier. Eh bien, un quartier, donc Almazeo est un quartier assez pauvre, avec d'importants problèmes sociaux, et donc a mis à disposition une grosse cinquantaine de jardins partagés pour ce quartier. Et aujourd'hui, en l'espace d'une quinzaine d'années, c'est devenu un spot très important de l'agriculture urbaine et sociale auquel sont particulièrement attachés les habitants. La municipalité barcelonaise avait à un moment donné songé à faire une opération immobilière là-haut qui a échoué de par la mobilisation des habitants parce que ces habitants tenaient énormément, donc encore une fois, à ces jardins ouvriers familiaux. On les appelle pas forcément comme ça en Espagne, mais ils y tenaient notamment parce que la fonction alimentaire, pour le coup, remplissait une grosse partie justement du rôle tenu par ces jardins. Alors, autre exemple de cette fonction alimentaire, deux exemples en fin de compte. Des jardins familiaux, donc là, comme vous le voyez, dans le 93, du côté de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ces jardins familiaux, pour la petite histoire, qui ont pris la place d'une ancienne usine et d'un ancien équipement industriel à Saint-Ouen. Saint-Ouen connaît un bouleversement, comme toute la Seine-Saint-Denis, très très important. Et eh bien, on a sur le site d'une ancienne usine construit, implanté plutôt que construit, des jardins familiaux, des jardins partagés, et qui, donc à Saint-Ouen aujourd'hui, bien au fond, reviennent quelque part sur un territoire qui avait, comme je vous le disais, à la fin au milieu du XXe siècle, quelque peu régressé. Donc ces jardins familiaux, ils sont en train de reconquérir un petit peu ces territoires de la Seine-Saint-Denis. Cette fonction alimentaire, donc là, qui est vraiment une fonction collective, entre jardins partagés, entre jardins familiaux, eh bien, elle est aussi d'une autre façon vécue outre-Atlantique et elle s'est développée, je dirais, en France sous un autre versant. On assiste, c'est vrai, à un petit tournant qui s'est un petit peu ralenti, mais en 2014, on a assisté à une accélération, je dirais, d'un versant de l'agriculture urbaine dans sa fonction alimentaire, avec une fonction alimentaire qui s'est industrialisée. Et elle s'est industrialisée en s'inspirant de ce qui s'est passé à Montréal, notamment, à travers, vous le voyez sur la photo en bas à droite, à travers ce qu'on appelle les loofah farms. Les loofah farms, donc, c'était une production industrielle sur les toits des immeubles avec moult technologies, notamment des capteurs, notamment une agriculture très informatisée, je dirais, très millimétrée. On s'est beaucoup inspiré de l'agriculture industrielle de plein champ,
pour la développer sous terre. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une production, je dirais, qui soit évidemment plus importante que dans un jardin partagé et qui puisse à la fois, je dirais, davantage être produite pour les habitants, mais également qui puisse aussi dégager des revenus pour la société qui produisait donc ces aliments. C'est donc les premières fermes urbaines qui apparaissent au Canada, des fermes urbaines donc sur les toits des immeubles canadiens. Et ça va donner naissance, et je ferai une petite pause là pour que je vous laisse peut-être me poser quelques questions s'il y en a. Ça va donner naissance en France, en tous les cas, vous le voyez, en 2015, aux premières startups alimentaires agri-urbaines, notamment Agricool, qui est une startup qui depuis a mis la clé sous la porte, hein, pour des raisons économiques notamment, mais qui va développer des conteneurs. Vous le voyez en bas à droite de cette photo, des conteneurs dans lesquels ils vont produire des fraises notamment, mais aussi d'autres végétaux, mais principalement des fraises. L'idée d'Agricool, au départ, c'était de produire 40 000, donc il y avait 40 000 pieds de fraises, pardon, dans ces conteneurs, et c'était de produire au pied des immeubles, donc notamment à Paris, puisque ça a commencé à Paris, de produire des fraises Gariguette, les fraises Gariguette qui sont encore les fraises préférées, la variété de fraises préférée, semble-t-il, des Françaises et des Français. Et donc, ils ont eu cette idée qui a fait long feu, si je puis dire, puisque les coûts de production, comme vous le voyez, on est sur quelque chose qui est un process ultra industrialisé, informatisé, comme je vous le soulignais par rapport donc, à ce qui est né à Montréal. Mais les coûts de production, en fin de compte, se sont avérés pardon, bien trop élevés par rapport donc au fond à la rentabilité liée à la vente de ces fraises, parce que évidemment, quand vous avez des coûts de production élevés, bah, vous vendez beaucoup plus cher vos produits et le coût donc de la fraise a été assez prohibitif et le résultat est que ce modèle économique s'est écroulé. Donc aujourd'hui, cette agriculture urbaine, dans sa forme industrielle, malgré tout, subsiste. Certaines sociétés qui ont éclos au tournant des années 2014-2015 continuent, mais on assiste à un ralentissement, comme je vous le disais. Il y a eu un certain nombre de start-up de l'agriculture urbaine qui ont fini par cesser d'exister, hein, qui ont mis la clé, encore une fois, sous la porte. Si ça vous intéresse, c'est téléchargeable en ligne, hein. J'ai écrit très récemment un petit article justement sur cette fin, ou du moins sur cette pause de l'agriculture urbaine industrielle dans une revue de l'INRA qui s'appelle Sésame et qui est sortie là, il y a un peu plus d'un an, il y a un peu moins d'un an, pardon, en novembre 2023. Voilà un petit peu sur cette fonction alimentaire. Alors, dans quelques instants, là, je vais évoquer la fonction urbanistique et sociale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en aurais une, justement, tu disais, années 90, voilà, des militants en France s'emparent un petit peu de cette question, aussi un petit peu inspiré par ce que tu as pu nous présenter à New York sur un petit peu les cendres de l'urbanisme, quoi. Mais est-ce que du coup, il y avait un petit peu déjà cette fonction de justice sociale ou c'était purement alimentaire, sans regard à justement des franges un peu plus défavorisées de la ville, etc. Quand ça s'est développé en France et même voilà, quand tu parles en 2014 d'une industrialisation de l'agriculture urbaine, voilà, je me dis même au Canada, on voit ces grosses fermes sur les toits. Ben, on a du mal à se dire que c'est en effet des produits qui vont être extrêmement peu chers, quoi. Alors, la fonction de justice sociale, je pense pas, enfin, j'en suis même certain, on ne parlait pas de justice sociale, au moins quand l'agriculture urbaine, justement, a éclos au tournant des années 2010-2014 et qu'elle s'est développée à grande échelle à travers notamment des projets industriels. Cette fonction de justice sociale, elle était quand même, faut bien le dire, hein, elle était un peu mise au second plan. L'agriculture urbaine, si on prend les jardins partagés qui ont donc éclos dans les années 90 comme étant partie prenante de cette agriculture urbaine, hein, comme étant une des formes de l'agriculture urbaine, eh bien les jardins partagés avaient par contre, pour le coup, eux, effectivement, cette notion, alors je ne sais pas si c'était une notion de justice sociale au sens alimentaire du terme. Encore une fois, certes, la fonction alimentaire était là, mais vous le savez aussi bien que moi, dans les jardins partagés,
on ne produit pas non plus dans des quantités suffisantes pour parler au fond de justice sociale alimentaire, hein, c'est pas leur fonction. Par contre, la fonction sociale était présente au sens de lien social. L'idée était bien, malgré tout, hein, comme Lise Christie d'ailleurs l'avait au fond un petit peu théorisé de façon pratique, eh bien l'idée était bien de pouvoir permettre de recréer du lien social à partir d'une activité potagère. Au fond, moi j'ai coutume de dire, parce que je travaille beaucoup aussi avec donc les MJC, et moi les MJC, je les ai, enfin je suis pas jeune, hein, mais donc j'ai bien connu, j'ai bien fréquenté les MJC dans les années 70. Et les MJC dans les années 70, ça n'existait pas. L'agriculture, les jardins partagés, tout ça n'existait pas en France. Et je trouve que quelque part, alors les MJC aujourd'hui se dotent toutes plus ou moins justement d'un jardin partagé. Enfin, c'est un équipement qui est de plus en plus, je dirais, courant dans la panoplie d'outils que possèdent les MJC. Et je crois que l'agriculture urbaine, les jardins partagés ont apporté un supplément d'âme justement à ces MJC dans leurs activités sociales. Et donc, du coup, oui, pour répondre à ta question, je pense que très clairement, les jardins partagés, je parlais tout à l'heure du jardin partagé lillois, hein, avec l'association Les Agents, et puis ensuite les jardins partagés à Paris et ailleurs, ont d'abord, je dirais, éclos sur ce terreau fertile qui était le lien social, avec le prétexte malgré tout de cultiver ses propres légumes, mais ça restait, encore une fois, de mon point de vue, un prétexte et pas du tout une fonction alimentaire en tant que telle, même si progressivement, on s'est à nouveau attaché à cette fonction alimentaire. Ok, merci. Petite précision, hein, je mets à part, par contre, les jardins familiaux. Les jardins familiaux, eux, c'est différent des jardins partagés, hein. Les jardins partagés, on est bien sur un objet qui se veut justement en partage, collectif, créé dans un quartier avec des habitants où l'aspect culture est mis en collectif. Dans un jardin familial, c'est des parcelles individuelles pour des familles où là, pour le coup, la vocation alimentaire est très claire et est inscrite, je dirais, dans les gènes historiques avec les jardins ouvriers, dans les gènes des jardins familiaux. Quand vous êtes sur une parcelle de jardin familial, vous avez l'obligation de cultiver sur ce jardin familial à hauteur de 70%, je crois, ou 80%, je crois que c'est 70, de la surface totale de votre parcelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sur cette parcelle, cultiver de manière anecdotique. On est bien dans une fonction là de production alimentaire pour effectivement la famille ou en tous les cas celui ou celle qui se trouve sur cette parcelle de jardin familial. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je poursuis. Alors, la fonction urbanistique hein, de l'agriculture urbaine, bah, elle va progressivement, en fin de compte, je dirais, devenir à part entière un rôle de cette agriculture urbaine. On va s'apercevoir, comme je vous le disais, notamment parce que l'écologie urbaine théorise le fait que implanter de l'agriculture en ville permet justement de multiplier aussi les espaces verts et qui plus est avec un côté ludique de ce verdissement de la ville. Hein, je ne sais pas, moi j'adore les platanes, j'adore les peupliers, j'adore les arbres dans leur ensemble, mais grosso modo c'est un petit peu moins ludique, vous en conviendrez avec moi. Je mets peut-être des guillemets à ludique, mais c'est un petit peu moins ludique que justement faire pousser ses salades, faire pousser ses plants de pommes de terre, faire pousser des baies de petits fruits. Et donc là aussi, cette agriculture urbaine apporte ce supplément d'âme, pardon, au verdissement de la ville et participe aussi à la prise de conscience hein, autour, encore une fois, de la nécessité de verdir les villes. J'aime pas trop ce mot en tous les cas, mais bien d'y imposer en tous les cas une écologie urbaine, alors que la crise climatique ne cesse de s'amplifier et qu'il est nécessaire, évidemment, de faire revenir la nature en ville. Et donc, l'agriculture urbaine va participer à ce mouvement à travers, donc, notamment, par exemple, cette photo que vous voyez en haut, hein, qui est tirée, qui vient de la ville de Grigny, hein, dans l'Essonne, dans le 91, en Île-de-France. Vous ne pouvez pas le deviner sur cette photo, mais en fait, à la place de ces plantes de tomates, là, sur la chaussée, eh bien, il y avait un rond-point. En fait, on est au milieu hein, d'une chaussée là. C'est un rond-point qui est cultivé. Les voitures tournent autour littéralement de ce petit potager de tomates. Et on a remplacé une installation totalement artificielle
par effectivement une production en pleine terre de tomates. Alors, je pense que certains d'entre vous tout de suite, certaines d'entre vous vont tout de suite me dire, mais les voitures tournent autour, donc la pollution atmosphérique retombe sur les plants de tomates et sur la terre. Oui, pas faux du tout, loin d'être faux même. Mais il y a des petites nuances en fin de compte en termes de pollution atmosphérique, justement liées principalement effectivement à la voiture en ville. Et ces nuances, et bien notamment quand on cultive par exemple des légumes fruits que sont notamment les tomates, et bien la pollution a un impact beaucoup moins important sur les légumes racines. Là, je rentre un tout petit peu dans des considérations technico-agronomiques, mais vous pourrez trouver tout ça sur notamment, là encore une fois, le site de la FAUP, hein, si ça vous intéresse. Mais en gros, tous les légumes ne sont pas égaux devant la pollution atmosphérique. Notamment, les légumes racines sont davantage touchés, notamment, alors pas par la pollution atmosphérique en tant que telle, mais par d'autres pollutions liées à l'industrialisation de la ville, parce qu'ils vont capter davantage, en fin de compte, notamment la pollution issue des activités industrielles des sols. Les tomates, par exemple, les légumes fruits vont moins capter cette pollution. Et s'il y a du dépôt eh bien, de particules issues des gaz d'échappement, les tomates, vous les lavez correctement et vous avez assez peu de chances, malgré tout, de vous empoisonner par la pollution atmosphérique liée, encore une fois, aux gaz d'échappement. De toute façon, malheureusement, quand vous vivez en ville, les gaz d'échappement, vous les subissez sans manger de tomates particulièrement. Donc voilà, il ne s'agit pas non plus d'avoir une forme de phobie de la tomate cultivée sur un rond-point. Alors, par ailleurs, on est encore une fois dans quelque chose d'anecdotique. On est plus dans une forme de démonstrateur de l'agriculture urbaine et d'une vision justement d'une ville qui peut, à la place d'un rond-point totalement artificiel, avoir des ronds-points justement vivants au sens littéral du terme. À travers cette culture-là, l'idée n'est pas, encore une fois, là, de lancer une production à grande échelle de tomates sur des ronds-points. D'autre part, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, là, il s'agit d'une halle artificielle, hein, pour le coup, dans le 18e arrondissement. Pourquoi il y a beaucoup de photos du 18e arrondissement? Pour la petite histoire, moi, j'ai vécu 30 ans à Paris et 30 ans dans le 18e arrondissement. Donc, du coup, forcément, voilà, vous aurez beaucoup de photos qui viennent du 18e arrondissement. Là, c'est la halle Pajol. Et sur cette halle Pajol, vous avez une association en 2014-2015 qui s'est emparée de cette forme urbaine pour en faire un démonstrateur d'agriculture urbaine à partir de bacs en agriculture urbaine. C'est une association qui s'appelle Verger Urbain, qui existe toujours, hein. Et Verger Urbain donc, a développé cette technique de bac à la fois où on cultive, comme vous le voyez là, des plants de tomates, des pommes de terre, des herbes aromatiques, des baies fruitières également, mais également on peut s'asseoir, comme vous voyez, il y a des bancs, il y a des tables, et c'est des objets agri-urbains qui ont fait école, hein. Alors, Verger Urbain est parmi les précurseurs, hein. Ils ont vraiment, je pense, eu un rôle considérable autour justement de cette réappropriation par l'agriculture urbaine de la ville. Aujourd'hui, ils ont fait des petits et il y a plein d'associations qui font la même chose, hein. Mais en tous les cas, voilà, c'est aussi une forme urbanistique de l'agriculture urbaine. Alors, autre forme, et pour en finir sur la fonction urbaine, bah, encore une fois sur les toits, hein. Là, vous le voyez en haut à gauche, on est juste à côté de la Tour Eiffel. C'est l'hôtel Pullman dans Paris, à Paris 15e, qui a choisi de recouvrir sa terrasse. Alors, vous le voyez, mais vous ne le voyez pas bien en même temps, parce que quand j'ai pris la photo, il faisait nuit, c'est pour ça que la Tour Eiffel est éclairée. Mais donc, qui a choisi de remplacer sa terrasse artificielle par de l'agriculture urbaine. Et ça a un double effet, hein, un effet de rafraîchissement de la ville, hein, d'éviter les îlots de chaleur, donc un effet d'écologie urbaine, mais ça a également un effet, je dirais, alimentaire. On rejoint un petit peu là, la fonction alimentaire vue précédemment, parce que ce qui est cultivé sur le toit, donc des salades, quelques légumes, est servi directement dans les assiettes qui se trouvent en dessous, donc à l'hôtel Pullman. Et puis en bas à droite, vous avez une friche urbaine, là encore une fois, dans le 18e arrondissement, une friche qui était bon, pas très sympa à voir, entre guillemets, où se développait un certain nombre d'activités plus ou moins licites. Et ça a été repris par les habitants. Les habitants se sont réappropriés cette friche pardon, à l'époque. Et ils ont décidé, sans demander l'avis à personne, hein, là aussi, un peu comme au début des jardins partagés, hein, comme au début des années 90, mais là on se situe au milieu des années 2010, ils sont réappropriés cette friche et ils en ont fait un espace en agriculture urbaine
Et bon, depuis, la friche n'existe plus et je crois qu'il y a un jardin partagé officiel, tant mieux d'ailleurs, qui s'est créé. Mais il y a une forme là aussi d'empowerment des habitants, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de l'agriculture urbaine. Et c'est quelque part, hein, la friche est important dans une fonction d'écologie urbaine. Quand je vous mets cette photo-là, c'est parce que ils n'ont pas littéralement, je dirais, recouvert cette friche de culture, mais ils ont laissé malgré tout une fonction à la friche, une fonction justement je dirais, sauvage, qui a permis quelque part aussi de montrer qu'on peut faire du sauvage et du cultivé en ville et que ça a un intérêt de mixer les deux formes, en fin de compte, de réappropriation écologiste de la ville. Alors, on va passer à la fonction sociale. Donc, la fonction sociale, elle est, je vais m'apesantir un petit peu là-dessus parce que c'est la deuxième partie, la deuxième et troisième partie de mon intervention, telle que me l'avait demandé en tous les cas Rémi. Donc, la fonction sociale, comme je vous le disais, elle n'a jamais véritablement quitté l'agriculture urbaine et toute l'histoire des jardins ouvriers, puis des jardins familiaux et des jardins partagés. En même temps, elle connaît un renouveau. Alors, quand je vous dis qu'elle n'a jamais quitté, on sait à un moment donné, au tournant des années 2010, notamment en 2014, quand je vous parlais du fait que les politiques se sont emparés de l'agriculture urbaine, on avait un petit peu mis sous l'éteignoir la fonction sociale, en arrière-plan, pour privilégier la fonction alimentaire. Beaucoup d'élus municipaux ou de futurs élus municipaux ou de candidats à l'élection municipale s'étaient un petit peu, passez-moi l'expression, enflammés en 2014 dans leurs déclarations donc autour de l'agriculture urbaine. À Paris, par exemple, il y a une élue hein, à l'agriculture urbaine, hein, une fois que les élections municipales s'étaient passées, une élue à l'agriculture urbaine, d'ailleurs, hein, entre parenthèses, hein, mais élue à l'agriculture urbaine, c'était quand même une grosse nouveauté. C'est la première fois hein, qu'il y avait une élue à l'agriculture urbaine à Paris. Alors aujourd'hui, vous en trouvez partout, des élus à l'agriculture urbaine, en Angleterre, je suppose qu'il y en a à Strasbourg, mais il y en a vraiment partout, tant mieux d'ailleurs. Mais donc en 2014, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Cette élue à l'agriculture urbaine, quand je vous dis qu'elle s'était enflammée, c'est qu'elle avait déclaré grosso modo que grâce à l'agriculture urbaine, dans quelques années, on est en 2014, hein, Paris allait devenir autonome en matière justement d'approvisionnement alimentaire. Chose strictement impossible, ça avait fait beaucoup rire notamment des chercheurs, hein, parce que pour pouvoir justement rendre Paris autonome, il aurait fallu au fond détruire Paris et le remplacer Paris par des champs. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les deux à la fois. Et donc c'était strictement impossible. Et c'est toujours strictement impossible. On en est revenu depuis hein, sur cette fonction, je dirais, ou plutôt sur ce fantasme de l'agriculture urbaine permettant de rendre autonome des villes. Évidemment, ce n'est pas possible et je dirais presque heureusement. Mais bon, je pourrais développer là-dessus, mais si je développe là-dessus, je vais partir sur autre chose. Bref, toujours est-il que, encore une fois, on privilégiait la fonction alimentaire et la fonction sociale était un petit peu, comme je vous le disais, mis au second plan. Malgré tout, des associations, malgré tout, des militants, malgré tout, des élus aussi, avaient toujours cette volonté de s'appuyer sur cette jambe sociale, notamment à travers, je dirais, et c'est la photo que je vous montre là, cette intuition qu'avec l'agriculture urbaine, avec ce renouveau et cet intérêt nouveau pour la culture en ville, eh bien, on pouvait aussi en faire un instrument de politique publique autour justement du social et permettre peut-être d'avoir un nouvel outil à cette panoplie en matière de travail social. Et en l'occurrence, vous avez une association, là par exemple, en Seine-Saint-Denis, hein, toujours, qui s'appelle les Fermiers de la Francilienne, qui a beaucoup travaillé. Alors, elle existe toujours, mais ce que je vous montre là n'existe plus. Par contre, on se trouve là, juste pour celles et ceux qui pourraient connaître, hein, on se trouve pas très loin de l'université Paris 13, donc à Vitaneuse en l'occurrence, en Seine-Saint-Denis, et c'est un terrain qui appartenait à l'université Paris 13. On est coincé entre l'université, des grands ensembles, hein, donc à Vitaneuse, là, avec les problèmes sociaux qu'on peut connaître, enfin avec les questions sociales en tous les cas qu'on peut connaître autour de ces grands ensembles et dans ces grands ensembles. Et donc, les fermiers de la Francilienne ont eu l'idée je dirais, précisément, cultiver ce terrain qui a été mis à disposition par l'université. C'était un grand terrain qui était extrêmement arboré, comme vous le voyez,
et qui permettait d'allier en fin de compte tout un tas de formes de cultures, à la fois des cultures justement arboricoles, quelque part, parce que vous aviez beaucoup d'arbres fruitiers, mais également de se servir de ces arbres pour développer des cultures sous couvert, justement sous couvert végétal, d'y introduire du petit élevage, donc il y avait des moutons qu'on trouvait sur ce terrain. Bref, il y avait toutes les formes d'agriculture possibles et les fermiers de la Francilienne ont souhaité avoir vraiment, non pas une fonction, non pas mettre l'accent sur la fonction alimentaire, mais sur la fonction sociale, et plus précisément sur une fonction d'insertion en travaillant sur justement et avec des associations qui permettaient de réinsérer des détenus, enfin des détenus, pardon, des personnes condamnées à des courtes peines et plus précisément à des travaux d'intérêt général. Et donc, ils ont accueilli ces travailleurs condamnés à des travaux d'intérêt général et ils ont mélangé, ils ont souhaité en tous les cas mettre en place une forme d'accueil social permettant à la fois d'accueillir les habitants du quartier et ces travailleurs condamnés donc à des travaux d'intérêt général. Et ça a vraiment extrêmement bien marché. Il y a eu pendant les 3 ans qu'a duré cette expérience-là vraiment je dirais un engouement autour de cette expérience. Ça a fait des petits. On s'en est beaucoup servi pour d'autres justement associations. Mais ces fermiers lafranciennes ont quelque part lancé, je dirais, là aussi un mouvement et en tous les cas ont redonné à la fonction sociale, je dirais, à la fonction sociale de l'agriculture urbaine en tous les cas, ces lettres de noblesse, ou en tous les cas remis la fonction sociale un petit peu au premier plan, ou sur un plan en tous les cas identique à celui de la fonction alimentaire. Et évidemment, la fonction alimentaire était présente, hein, encore une fois, puisque comme je vous le disais, on y cultivait toute forme d'agriculture sur ce terrain-là. Outre fonction sociale de l'agriculture urbaine, là on est dans le 19e arrondissement, c'est un centre d'hébergement d'urgence, hein. On est au plus fort sur ces photos-là, hein, ça se voit pas, mais on est au plus fort de la crise des réfugiés. Donc on se situe au tournant des années 2015-2016 à Paris, donc il y a une problématique importante avec l'accueil des réfugiés. Donc dans l'urgence sont ouverts des centres d'hébergement d'urgence. Là on se trouve dans un ancien collège désaffecté, un ancien collège, le collège Jean Carré, et Emmaüs Solidarité ouvre ce CHU et vient trouver justement Verger Urbain, l'association dont je vous parlais tout à l'heure, pour aider en fin de compte l'association, pour aider Emmaüs Solidarité. Parce qu'Emmaüs Solidarité se trouve confronté, donc c'est un public uniquement masculin, mais se trouve confronté à une gestion de ce public masculin compliqué, avec des bagarres qui peuvent éclater entre origines ethniques, entre difficultés justement de ces réfugiés, avec un parcours évidemment fait d'errance dramatique. Bref, il faut trouver une forme, je dirais, de respiration à ces réfugiés le temps qu'ils restent au CHU. Il vient aimer Solidarité à l'intuition que l'agriculture urbaine peut être justement cette forme de respiration. Et donc, ils viennent trouver Berger-Urbain qui va créer avec les réfugiés ces potagers que vous voyez là. Et ça va effectivement plutôt bien fonctionner. Je ne dis pas que ça va révolutionner la vie dans ces CHU, mais en tous les cas, on voit effectivement une forme d'apaisement pour ces réfugiés quand ils sont dans ces jardins-là. Et en plus, ça permet de cultiver des légumes ou des fruits, en tous les cas des aliments qui sont issus de leur région d'origine, parce que certains ont porté des graines, parce que certains ont réussi à se procurer des graines. Bref, en tous les cas, on voit un petit peu se réguler la vie dans ce CHU autour de ces jardins potagers. Donc là encore, la prédominance de cette fonction sociale, avec toujours malgré tout, évidemment, sinon ce ne serait pas de l'agriculture urbaine, mais autre chose, avec toujours la fonction alimentaire qui reste prégnante. Et puis, alors, avant de passer justement à Quartier Fertile, c'est justement dans la transition. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est des moutons, ça vous aura pas échappé. Et ces moutons, ils sont en plein milieu, si vous connaissez le quartier de la Défense à Paris, ils sont en plein milieu du quartier de la Défense, donc coincés entre, vous le voyez, un détour. Sur votre gauche de la photo, vous voyez un pont de chemin de fer. Est-ce que vous ne voyez pas juste en bas, il y a également une voie de RER. Bref, ils sont au beau milieu d'infrastructures urbaines et quelque part, ils auraient au fond pas grand-chose à faire là, si ce n'est le fait que, aux confins des années 90-2000, un hurluberlu du nom de
Voilà, en même temps que je vous parle, vous voyez, alors ça va me revenir, hein, mais a créé donc la ferme du bonheur, la ferme du bonheur, au milieu des années, enfin, aux confins des années 90-2000, va avoir pour projet, justement, non seulement, eh bien, de réinventer une histoire agricole au sein de ce quartier de la Défense, de réinventer parce qu'il y avait avant, hein, évidemment, au début du XXe siècle, une forte histoire agricole sur ce territoire-là, mais donc il y a cette volonté de réinventer une histoire agricole, mais surtout d'inventer une histoire autour de l'agriculture en ville, autour de l'écologie urbaine. Et en inventant cette histoire, ils vont quelque part aussi inventer, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-fermes urbaines. Vous en avez sans doute entendu parler, hein, de ces micro-fermes ou de ces fermes urbaines, peu importe. C'est là-dessus notamment que s'est appuyée l'Agence nationale de rénovation urbaine pour construire son appel à projet quartier fertile. Mais la ferme du bonheur, elle, est véritablement, je dirais, l'ancêtre quelque part de ces fermes urbaines aujourd'hui. Quand vous allez, hein, dans ce quartier de la Défense, ces moutons, parce que le rôle de l'animal ici est prépondérant dans également la fonction sociale et ce lien social de l'agriculture urbaine. Alors, c'est un lien social au vivant non humain, évidemment, mais ce lien social au vivant non humain est extrêmement important dans un quartier où voir des moutons au pied des tours, c'est pas forcément la chose la plus commune. Alors aujourd'hui, vous me direz que l'élevage en ville, que l'animal en ville que la place de l'animal en ville est largement considéré et l'animal a largement regagné de la place en ville. Hein. Mais à l'époque, encore une fois, quand la ferme du bonheur est créée, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et donc, depuis 30 ans qu'existe, parce que ça fait 30 ans maintenant qu'existe cette ferme du bonheur, eh bien, on a pu voir la progression et on a pu voir surtout l'attachement des habitants à cette ferme du bonheur, un attachement qui se traduit aussi par justement une résistance à des projets urbanistiques. La ville de Nanterre, hein, sur laquelle est implantée la ferme du bonheur, mais également les aménageurs de la Défense, ont longtemps tourné autour, continuent hein, malgré tout à tourner autour, parce que un terrain pareil sur plusieurs hectares dans un endroit qui vaut très cher en matière de foncier, vous imaginez bien que ça attire les convoitises des promoteurs, ça attire d'autres convoitises et que certains aimeraient bien en finir avec la ferme du bonheur. Et ben, on n'en a toujours pas fini 30 ans après avec la ferme du bonheur. Elle est toujours là et encore une fois, elle a créé ce lien social extrêmement important avec ce support autour de l'animal. L'animal est vraiment, je dirais, plus que la culture du végétal, l'animal est vraiment extrêmement important. Le rôle de l'animal est vraiment extrêmement important dans justement ce lien social, cette fonction sociale de l'agriculture urbaine du côté de la ferme du bonheur. Alors voilà un petit peu pour les. Je vous ai mis, comme vous l'avez vu, à la fonction alimentaire, la fonction urbanistique et la fonction sociale. Il y a aussi une fonction culturelle. Il y a bien entendu une fonction économique. J'en parle pas parce que déjà qu'il est 11h15 et que j'aurais dû terminer depuis bien longtemps. Mais ça a également fait partie effectivement des différentes fonctions de l'agriculture urbaine. La fonction économique était un peu sous-jacente à ma présentation tout à l'heure hein, quand je parlais de la fonction alimentaire. Elle est aussi un petit peu sous-jacente à la fonction sociale hein, parce que on parle bien aussi d'économie sociale et solidaire quand on travaille la question sociale dans l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a des questions le temps que juste je puisse boire un tout petit coup ou pas de questions? Personnellement, j'en ai pas. Pas de questions. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, si c'est juste que j'ai endormi la moitié de l'assistance ou c'est juste parce que j'ai été clair. Je préférerais la seconde hypothèse, mais je ne sais pas. Je vois. Donc, cette partie-là, cette seconde partie, je l'ai intitulée effectivement Retour au premier plan, comme vous le voyez, hein, du rôle social de l'agriculture urbaine à travers l'exemple de l'appel à projet Quartier Fertile de l'ANRU. Alors, vu que vous connaissez, je pense, très bien pour la plupart Quartier Fertile, ça va me permettre là, de regagner un tout petit peu de temps et d'accélérer un tout petit peu la chose. Quartier Fertile, hein, donc, c'est né, il me semble, moi, quand j'ai commencé à y travailler, en tous les cas, entre 2018 et 2019, quand l'ANRU est venu nous chercher à l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France où je travaillais avant, quand elle est venue chercher des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, comme Christine Aubry et d'autres de l'INRA et de l'AgroParisTech,
L'idée de l'ANRU, eh ben, c'était de tourner le dos. Vous n'êtes pas sans le savoir, hein, vous connaissez tous très bien cette agence. Était un peu de tourner le dos à 30 ans de politique urbaine qui avait pu faire ses preuves, mais qui était quand même aussi considérablement critiquée dans sa façon un petit peu de justement mener les politiques urbaines avec, entre autres choses, hein, ce qui a longtemps été l'apanage de l'ANRU, hein, ces restructurations de quartiers à grand renfort de démolition de tours, de reconstruction, mine de rien, de déplacement d'habitants d'un quartier à l'autre et donc de rupture, quelque part, du lien entre les habitants et leur quartier. Bref, bon, c'est très documenté dans les recherches, hein. Je vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, si vous connaissez peut-être certaines d'entre vous, Renaud Epstein. Renaud Epstein, donc c'est un chercheur, hein, qui a beaucoup travaillé donc sur les questions sociales et urbaines, qui travaille toujours beaucoup sur les questions sociales et urbaines, qui a publié un très beau livre, hein, sur justement les quartiers, le travail de l'ANRU, à travers des cartes postales qu'il a retrouvées, et il retrace un petit peu cette histoire de l'Agence nationale de rénovation urbaine, de ce renouvellement urbain, et vous trouverez un petit peu justement des éléments qui amènent aussi à comprendre comment l'ANRU a été quelque part obligé de se réimaginer, de se réinventer, je dirais, dans son approche de requalification urbaine des grands ensembles et de rénovation urbaine. Et parmi ces outils de réinvention, de l'ANRU, eh bien, ils ont su saisir l'agriculture urbaine. Ils ont su la saisir, ils ont compris, parce que c'est des gens intelligents là, je dis ça parce que vu que j'ai travaillé en direct avec eux, voilà, ça mange pas de pain de dire que c'est, de dire tout bien que je pense malgré tout, enfin pas malgré tout bien que je pense des équipes de l'ANRU. Ils ont donc travaillé sur la façon que pouvait avoir l'ANRU de s'approprier cette question de l'agriculture urbaine. Et ils ont eu cette idée d'appel à projet avec la volonté, alors on est très dans le vocabulaire de l'ANRU quand justement ce mot est prononcé, mais la volonté de massifier l'agriculture urbaine dans les quartiers. Et pourquoi massifier l'agriculture urbaine dans les quartiers? Parce que la volonté était d'abord, dans un premier temps, de pouvoir recréer de l'économie dans les quartiers et s'appuyer sur le développement de l'agriculture urbaine, notamment à travers les fermes urbaines et les micro-fermes urbaines, pour créer de l'emploi, pour créer de l'économie sociale et solidaire. Donc, évidemment, pas créer des dizaines et des dizaines d'emplois, mais malgré tout, créer quelques emplois, à la fois en termes d'animateurs dans ces fermes urbaines, mais également en termes de chefs de production, enfin bref, tout ce qui peut composer une unité de production agricole en ville autour des fermes urbaines. Et puis également, en plus de cette volonté de recréer de l'économie locale, il y avait la volonté aussi de recréer, ou en tous les cas d'amplifier une dynamique de lien social à travers ces fermes urbaines, hein. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé précédemment justement dans la fonction sociale. Et autre chose également, l'ANRU voulait aussi et veut aussi à travers cet appel à projet, enfin je dis plutôt voulait puisque c'est un appel à projet qui s'est terminé il y a un an ou deux, eh bien voulait aussi s'emparer de la question de l'écologie urbaine et donc de la question quelque part climatique, hein, évidemment, parce que avec ces fermes urbaines, ça permettait aussi de préserver des espaces en pleine terre, voire de recréer des espaces en pleine terre, parce que aussi l'idée c'était non seulement de se servir du foncier très important qu'on a dans les grands ensembles, hein, mais du foncier disponible en pleine terre, mais aussi de s'approprier du foncier sur les toits, de se réapproprier aussi du foncier en sous-sol, notamment dans les parkings de grands ensembles, parkings qui pour certains sont fermés, hein, parce que voilà, l'utilisation de la voiture n'est plus celle que l'on connaissait, parce qu'il y a eu une évolution aussi. Certains parkings étaient fermés depuis très longtemps. Il s'agissait aussi, bon, dans ces parkings, de regagner sur des activités là aussi pas toujours très licites. Bref, toujours est-il que voilà, l'ANRU a compris que l'agriculture urbaine offrait une forme de couteau suisse qui permettait de travailler sur cette question alimentaire, sur cette question sociale, sur cette question écologique donc, et sur cette question, encore une fois, sur cette question, pardon, oui, sociale. À l'arrivée, avec cette massification voulue, on a aujourd'hui une centaine de projets quartiers fertiles, hein. Donc, ça a été pour l'ANRU une très très grosse surprise. Quand on travaillait avec l'Agence nationale de rénovation urbaine,
le sentiment, c'était qu'ils étaient très, très heureux d'avoir eu cette idée et avec nous, construire cet appel à projet, mais ils n'avaient pas trop l'idée de ce que ça allait pouvoir produire et si vraiment ça allait fonctionner. Ça a marché au-delà de leur espérance, hein. Il y a eu un engouement, il y a eu 3 vagues d'appels à projets. Il y a eu un engouement très, très important. Ça signifie qu'il y avait non seulement une attente, mais ils ont su aussi anticiper sur cette attente et susciter cette attente. Donc voilà, c'était une intuition plutôt bonne, hein. Mais en même temps, ça se comprend aussi quelque part, hein, parce que de mon point de vue, en tous les cas, c'était un acteur. S'il y a bien un acteur qui devait rentrer dans la danse de l'agriculture urbaine, c'était bien l'ANRU, de mon point de vue, de par, encore une fois, sa fonction et de par justement cette nécessité de pouvoir redonner à l'agriculture urbaine sa vocation première qui était la vocation sociale. Donc ça va formidablement bien marcher. 3 vagues, comme je vous le disais, d'appel à projet. Donc là, je vous ai juste remis hein, ce qui, au départ, avait un petit peu, comme vous le voyez, hein, fondé hein, la volonté de cet appel à projet, accélérer et massifier donc l'agriculture urbaine. C'était parti d'une volonté gouvernementale hein, à l'époque avec le ministre Julien de Normandie. Hein. Donc, et puis aussi évidemment d'associer hein, les collectivités territoriales autour du projet NPNRU comme c'est noté là. Donc cet appel à projet qui permettait d'associer une multitude d'acteurs entre collectivités territoriales, associations, acteurs sociaux diverses et variés. Donc vraiment un collectif qui portait ces différents projets. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, comme vous le voyez sur la petite carto là, que vous avez là, mais vous trouverez tout ça sur le site de l'ANRU si vous ne connaissez pas déjà, hein, on voit bien que ça a semé véritablement dans toute la France. Hein. Il y a assez peu de régions, il y en a quelques-unes quand même, enfin, où il y a plus ou moins de projets, mais malgré tout, ça, encore une fois, est semé dans beaucoup de quartiers sur la totalité de l'Hexagone. Et puis, je vous ai mis cette petite slide pour vous montrer que, eh bien, voilà, il y a différents types de production. Vous voyez malgré tout que la production en pleine terre, donc sur ce foncier disponible autour des grands ensembles très importants, comme je le soulignais, hein, bah, reste effectivement privilégié pour ces cultures, hein, avec 68% de projets qui se situent en pleine terre. Et puis ensuite, vous voyez un petit peu le détail. Vous avez toutes les autres formes, donc avec du hors-sol, avec du sous-sol, et puis également avec des serres, sans compter les autres formes autour de poulaillers, des copâturages, j'en passe. Donc voilà un petit peu pour présenter vraiment très rapidement hein, cet appel à projet. Le bilan, encore une fois, est extrêmement positif. Alors il y a forcément des critiques qui se sont fait jour et des critiques qui vont au fond me permettre d'enchaîner sur la troisième partie. Du coup, je cavale un peu. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions juste sur ces présentations. Je ne pense pas. Et puis encore une fois, tout ce que je viens de vous dire là sur Quartier Fertile, déjà, je pense que vous en connaissez un rayon. Et puis par ailleurs, vous le retrouvez sur le site de l'ANRU. Ils ont tout un tas de documents qui sont très très bien faits, téléchargeables sur leur site. Mais donc, parmi les critiques et peut-être ce qu'on peut en tirer comme conclusion, moi je voulais revenir un petit peu sur cette question que je pose là, que je vous pose, c'est quelle importance souhaitons-nous donner au rôle social de l'agriculture urbaine? Mais aussi, au fond, comment entend-on précisément eh bien, ce rôle social de l'agriculture urbaine? Comment le mettons-nous, je dirais, en place? Comment le construisons-nous, ce rôle social de l'agriculture urbaine? Euh, la première, je dirais, la principale conclusion que moi j'ai tirée de Quartier Fertile, il m'est venu non pas de ma propre tête, il m'est venu d'une étudiante que j'ai à Groupe Paris qui, sur un cours que je faisais autour justement de Quartier Fertile, m'a dit bah, écoutez, ok, tout ça c'est très joli, on est évidemment très heureux de voir que voilà, nos quartiers peut-être aussi eh bien, ont une image renouvelée par rapport à l'image que traditionnellement les grands ensembles ont, qu'on en parle différemment avec justement cette pratique de l'agriculture urbaine. Pour autant, les habitants des quartiers, est-ce que vraiment ces habitants ont demandé, eux, à faire de l'agriculture urbaine? Et du coup, elle m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est très juste en fin de compte cette question, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction à l'agriculture urbaine aujourd'hui, partout peut-être, mais en particulier dans les quartiers, notamment avec cet appel à projet quartier fertile. Et au fond, quand on réfléchit un petit peu à la chose,
Alors certes, l'ANRU est pas arrivé avec ses gros sabots en sommant les quartiers, les collectivités de faire de l'agriculture urbaine. Pour autant, la question se pose. Elle se pose tout simplement parce que, pour la petite histoire, par exemple, et l'écueil n'a pas pour autant été autant évité que ça, hein, mais il aurait pu être encore plus important. Quand on a commencé à travailler sur l'appel à projet en 2018-2019, au départ, l'ANRU ne voyait pas vraiment de sujet sur la façon dont les projets d'agriculture urbaine allaient se construire. Et quand je dis pas de sujet, c'est que elle voulait vraiment que ça soit efficace très rapidement et que la montée en puissance autour notamment de la fonction économique et sociale soit, je dirais, robuste. Et pour qu'elle soit robuste, il fallait s'appuyer sur des structures robustes et des porteurs de projets robustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il fallait faire appel ou sélectionner en tous les cas des associations ou des structures qui avaient déjà une expérience et qui avaient même peut-être au-delà de l'expérience en agriculture urbaine et de la technicité qu'elles avaient développée, une assise financière importante pour permettre justement très vite que ce rôle économique et social puisse prendre racine, si je puis employer une métaphore. Et donc, pour ça, ça voulait dire en gros qu'on pouvait faire appel pour des projets qui allaient se dérouler, je ne sais pas moi, à Marseille ou qui allaient se dérouler à Perpignan ou à Lille. On pouvait faire appel à des véritables entrepreneurs de l'agriculture urbaine. Je vous parlais d'Agricool tout à l'heure, souvenez-vous, quand on parlait de la fonction alimentaire. Vous avez quantité de startups qui ont flairé le bon filon, qui, surtout pour l'ANRU, étaient des acteurs potentiels de dialogue et effectivement de construction de ces appels à projets. Alors, il ne s'agissait pas de les écarter. Par contre, il s'agissait de dire à l'ANRU, et c'est ce qu'on avait dit avec Christine Aubry, je me rappelle, hein, on avait vraiment insisté lourdement là-dessus, que dans l'appel à projet, il y ait un critère, ou en tous les cas, il y ait vraiment une volonté d'afficher très clairement que on ferait et que les appels à projet se feraient avec les habitants. Et ça, c'était pas, je ne fais pas un faux procès à l'ANRU, hein, je me garderai bien de ça, mais c'était pas affiché aussi explicitement de ça. Ça pouvait faire partie du package, hein, mais l'affichage n'était pas aussi explicite. Et malheureusement, on a vu, malgré tout, alors la plupart des projets ont réussi à impliquer les habitants. La centaine de projets qui existent aujourd'hui, alors l'avantage, c'est on commence à avoir du recul. Moi, j'encadre par exemple une doctorante qui fait une thèse hein, sur l'agriculture urbaine et justement sur, je dirais, la gouvernance de l'agriculture urbaine et la démocratie au sein justement de tout cet écosystème-là et la participation des habitants. Donc j'attends avec impatience la fin de sa thèse. Hein. Elle en est au milieu, donc on va voir ce que ça donne. Elle travaille d'ailleurs avec une chercheuse de Strasbourg que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Laurence Grandchamp, donc une chercheuse que vous avez peut-être eue hein, à l'ORIV dans vos formations, Laurence Branchant, qui est vraiment une spécialiste de l'agriculture urbaine sur le volet social d'ailleurs. Je vous commande ses ouvrages qui sont excellents. Et donc, on commence à avoir du recul et ce qu'on perçoit justement dans ces questions qu'on peut se poser, c'est que au fond, la question justement de la participation des habitants reste entière et n'a pas forcément évolué avec l'arrivée de l'agriculture urbaine. Donc, les préventions qu'on pouvait avoir, mais ça, quand je dis qu'elle n'a pas évolué, voilà, l'agriculture urbaine, c'est pas une baguette magique qui d'un seul coup, d'un seul, va faire qu'effectivement, c'est les habitants qui vont décider de la façon dont se font les choses dans leur quartier. Hein, on en est tous bien conscients. Mais malgré tout, l'opportunité avec l'agriculture urbaine de pouvoir avoir une forme de réappropriation habitante, elle est un petit peu demeurée, je dirais, mineure par rapport aux ambitions que l'on pouvait avoir. Et du coup, même si il n'y a pas eu, je dirais encore une fois, une injonction au sens propre du terme, la question que me posait l'étudiante hein, dont je vous parlais, je trouve est vraiment intéressante dans la problématique qu'on peut se poser, c'est véritablement comment on peut faire de l'agriculture urbaine sans avoir quelque chose qui soit de l'ordre d'une forme de verticalité, mais bien se servir de l'agriculture urbaine pour progressivement réfléchir très précisément à une horizontalité avec les habitants et en les appliquant dès le départ autour de ces projets. Donc, véritablement, cette question démocratique, quand je dis quelle importance souhaitons-nous donner au rôle social de l'agriculture urbaine, pour moi, elle se situe au cœur du sujet. Parce qu'on peut tout dire autour de ce rôle social. On peut effectivement y mettre
quantité d'aspects, de volonté quelle qu'elle soit, de parler de recréer du lien social. Voilà, on peut se dire que tiens, pof, on va implanter un jardin partagé et comme par magie, tout le monde va se reparler et tout va se résoudre effectivement en matière de liens les uns aux autres. On sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait très bien aussi, par exemple, que quand vous avez, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux, quand on implante des jardins partagés au pied de barres d'immeubles, à la fois pour revaloriser les espaces fonciers, je parle de quelque chose qui est en dehors de l'appel à projet quartier fertile, hein, mais pour revaloriser l'espace foncier, pour aussi quelque part je dirais, éviter que ces espaces fonciers servent de dépotoir ou de tout un tas d'autres choses qui leur rendent pas trop service, mais aussi justement pour apporter du lien social. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, ça marche quand on les crée, mais que si vous n'avez pas d'animateur, si vous n'avez pas, ou d'animatrice, si vous n'avez pas en fait compte quelqu'un ou quelqu'une qui va encadrer cette activité, mais pas encadrer au sens à donner justement des injonctions, mais juste être là pour animer le lieu, eh bien ça ne marche pas. Donc là aussi, je dirais qu'il y a l'outil agriculture urbaine, mais il y a ce qu'on fait de cet outil et vouloir implanter une ferme urbaine, vouloir implanter un jardin partagé, quelque forme que ce soit d'agriculture urbaine, sans penser que derrière, il y a une nécessité à animer le lieu, c'est courir quelque part, sinon à la catastrophe, au moins à ne pas justement faire que l'agriculture urbaine pardon, remplisse son rôle social. Il y a quantité de fermes urbaines, un certain nombre en tous les cas, où cet aspect-là a été négligé au départ quand elles se sont implantées au pied des immeubles. Je pense à une ferme urbaine du côté en Ile-de-France toujours, hein, parce que comme vous l'aurez compris, c'est le terrain que je connais le mieux, mais du côté donc de Gennevilliers, donc dans les Hauts-de-Seine, cette ferme urbaine donc qui s'était implantée a eu une grosse crise de gouvernance à un moment donné parce que les animateurs s'étaient enfermés quelque part dans leur ferme et ne travaillaient au fond que très peu avec les habitants. Les habitants s'en sont plaints à la collectivité et la crise de gouvernance a débouché sur un départ de l'équipe initiale et avec un rôle nouveau donné aux habitants. Pour la petite histoire, c'est Verger Urbain qui a récupéré la gestion de ce lieu à Nanterre. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une co-gestion et une gouvernance horizontale et partagée de cette ferme urbaine avec les habitants. Donc, cette question de la gouvernance, de la démocratie, ça me permet d'introduire cette notion de démocratie alimentaire. Alors, comme vous le voyez, je vous ai mis. Alors, Dominique Paturel, c'est une chercheuse de Montpellier, une chercheuse de l'INRA à Montpellier, c'est une sociologue. L'INRA, c'est pas que des agronomes, c'est aussi des sociologues. Hein. Dominique Paturel, elle s'est beaucoup intéressée justement à cette question de la démocratie alimentaire, en s'appuyant notamment sur les travaux de Tim Lang, un Américain qui, dans les années 90, a forger ce concept de démocratie alimentaire, dont je vous ai mis la définition que vous pouvez lire. Hein. C'est effectivement la revendication des citoyens à reprendre le pouvoir sur la façon d'accéder à l'alimentation dans sa reconnexion à cette alimentation et également à l'agriculture. Et cette volonté, pardon, de la démocratie alimentaire, des citoyens de reprendre ce contrôle, ce que moi j'appelle aussi l'autodétermination, en fin de compte, des habitants dans cette façon à la fois de se nourrir, mais aussi de se réapproprier une agriculture qui avait complètement disparu en fait de l'imaginaire populaire et de l'imaginaire global, puisque délégué à la fois à l'agro-industrie et délégué aux supermarchés qui fournissaient les produits de l'agro-industrie, eh bien, cette autodétermination dans la façon de cultiver des aliments qu'on a envie de consommer, mais pas qu'on nous impose justement dans les rayons des grandes surfaces, est très importante et constitue une des bases de cette démocratie alimentaire. Et donc pour ça, comme le dit Dominique Paturel, hein, vous l'avez à l'écran, je ne vais pas la paraphraser, mais il est nécessaire effectivement de s'appuyer sur une compréhension systémique, donc sur une compréhension globale à chaque étage du système alimentaire, que ça soit au niveau social, que ça soit au niveau culturel, ou que ça soit au niveau biologique ou agronomique. Et ça, c'est très, très nouveau et c'est très, très important. Et aujourd'hui, bon, donc, moi, je vis à Dijon, je travaille dans notamment un quartier politique de la ville qui s'appelle Fontaine-Douche, avec la maison phare, hein, qui est le centre social donc, de Fontaine-Douche.
Et c'est au cœur du projet véritablement de ce centre social où la question alimentaire et agricole a pris le dessus, je dirais, en termes justement de projets de structure sur tous les autres projets qu'il pouvait y avoir avant. Je ne sais pas moi, au hasard, hein, complètement au pifomètre, hein, sur un projet qui aurait pu être un projet sportif ou un projet culturel. Alors, l'avantage avec cette, je dirais, colonne vertébrale construite autour de l'alimentation et l'agriculture, c'est qu'on peut malgré tout y rattacher et y pluguer quantité d'autres rôles et thématiques et questions, des questions culturelles, pourquoi pas des questions justement aussi sportives, parce que mine de rien, l'agriculture urbaine, d'un point de vue de la santé, est bien, et donc au fond du sport, parce que je ne sais pas si vous avez déjà manié la bêche ou passé ne serait-ce qu'une matinée dans un jardin potager, mais vous faites du sport, hein, mine de rien, et vous faites de l'activité physique. Donc, il y a bien aussi cette notion-là qui est loin d'être négligeable dans la question de l'agriculture urbaine et aussi dans la question justement de projets de structure tels que le développe la Maison Phare. Et au-delà de tout ça, la construction avec les habitants de ce projet est je dirais, est vraiment le premier point mis en avant par le directeur de la Maison Phare, Mathieu Despoils, si certains le connaissent, en tous les cas, le directeur donc, du centre social de la Maison Phare. Donc vraiment, cette notion démocratique, j'insiste lourdement là-dessus, cette notion de gouvernance est très importante. On est là au cœur même, je vous parlais d'innovation sociale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que c'est déjà il y a plus d'une heure et demie vu le temps que je parle, mais d'innovation sociale, quand je parlais des jardins ouvriers tout à l'heure et de Félicie Hervieux, hein, quand elle l'avait lancé cette idée en 1893, et ben en 1900, non, on est en 2024 en fait. En 2024, eh bien, l'innovation sociale par l'agriculture urbaine, de mon point de vue, passe précisément par cette démocratie alimentaire. Je pense qu'on tient là vraiment un sujet, une question qui doit aujourd'hui être envisagée dès le départ quand on veut mettre en place des projets autour de l'agriculture urbaine. J'avais une Alors, question par rapport à oui, ça. Antoine, est-ce que justement les PAT, les projets alimentaires territoriaux, quand tu parles voilà, de gouvernance, de démocratie alimentaire, voilà, de travailler un petit peu avec ouais, de coopération active entre acteurs, est-ce que justement ça peut pas être un cadre assez pertinent du moment où justement on intègre bien aussi les quartiers prioritaires bah, voilà, dans ces PAT, quoi. ouais, tout à fait. Bah, les PAT, c'est pour le coup un outil effectivement né de la loi sur l'agriculture hein, de 2014. Donc c'est un outil qui est vraiment très intelligent sur le papier en tous les cas, parce que évidemment, parce que pardon, il réunit tous les acteurs du territoire. Sa vocation, c'est une forme de dialogue territorial autour des questions alimentaires et agricoles, avec différents volets où le volet social tient normalement une place importante. Je dis normalement parce que c'est pas le cas de tous les PAT, hein, mais où en tous les cas, effectivement, quand vous vous situez sur un territoire où il y a des quartiers politiques de la ville, on peut précisément s'appuyer sur ce dispositif-là pour construire ce dialogue territorial et construire une gouvernance territoriale où la démocratie et donc la participation des habitants se construit. Vous avez un PAT, moi j'ai travaillé un petit peu sur celui de Pleine Commune en Seine-Saint-Denis, donc une pleine commune qui s'étend sur à peu près 14 villes, je crois, de mémoire. Et donc, on est en plein milieu, pour le coup, de plusieurs quartiers politiques de la ville. Hein. Ça regroupe beaucoup de villes où donc il y a des quartiers politiques de la ville. Et c'était un des premiers PAT, en fait, qui se situait en milieu ultra-urbain dense, quasiment. Bon, ils ont un petit peu de terres agricoles issues justement de l'ancienne ceinture maraîchère parisienne des années de 1890, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, vous avez vu les images, mais ça reste des confettis aujourd'hui, tellement l'urbanisation en Seine-Saint-Denis a avancé et le rouleau compresseur a bétonné l'intégralité des terres agricoles. Mais donc, ils ont travaillé sur effectivement un PAT qui permet, avec l'agriculture urbaine, de construire une gouvernance alimentaire partagée
Je pourrais pas vous dire où ils en sont, mais en tous les cas, c'était vraiment, ils se sont vraiment servis de cet instrument PAT pour travailler sur ce sujet. C'est pas le cas de tous les PAT. Il faut savoir quand même que la majorité des PAT inclut assez peu de quartiers politiques de la ville, puisqu'ils se situent quand même pour une grosse majorité en milieu rural, hein, les PAT de milieu rural, oui, les PAT. Moi qui vis donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a 35 PAT sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que les 2 tiers, si ce n'est plus, sont en milieu rural, avec donc pas de quartier politique de la ville. Il y en a un, me semble-t-il, mais je ne sais pas si c'est un PAT du côté de Nevers, qui s'appelle Banlay Fertile. Mais je ne pourrais pas, voilà, j'en suis pas non plus complètement certain. Il y a un PAT à Dijon, là où je vis, moi, hein, Dijon Métropole a son PAT, et donc à Dijon, vous avez 2 quartiers politiques de la ville, hein, Fontaine-Douche et les Grésilles. Pour être très sincère avec vous, ces quartiers-là ne sont pas véritablement mis à l'honneur dans le PAT. Donc, au fond, D'accord. c'est un outil important sur lequel on devrait davantage s'appuyer, ça c'est très clair, mais malgré tout, qui n'est pas forcément mobilisé à bon escient, et c'est ça qui est effectivement dommage. Donc, c'est pour ça vraiment que j'insiste sur cette gouvernance alimentaire, comme je le disais. Et donc, juste Dominique Paturel a également beaucoup travaillé et continue à travailler sur cette notion de sécurité sociale de l'alimentation, qui est au fond un pendant, hein, à la démocratie alimentaire, sachant, hein, que cette sécurité sociale de l'alimentation, comme je vous l'ai mis, se fonde sur 3 principes qui sont l'universalité du droit à l'alimentation, la cotisation sociale et le conventionnement démocratique. On y revient encore. Et donc voilà une petite image, hein, sur le site de la sécurité sociale de l'alimentation, vous trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin justement pour comprendre combien cette question fondamentale de la démocratie alimentaire innerve un petit peu tous ces sujets-là. Alors, dernier point au fond, et donc je conclurai là-dessus, c'est l'agriculture urbaine, comme vous voyez, passerait vers une réflexion plus large autour de la transformation sociale. Là, en fait, donc c'est ma dernière slide d'ailleurs. Là, en fait, je voulais juste vous proposer 2, 3 pistes autour de ce questionnement-là. 2, 3 pistes. Alors, symbolisées pour moi, pour être très franc avec vous, ça fait quelque temps quand même que je travaille sur cette idée de transformation sociale en lien avec l'agriculture urbaine et les quartiers populaires, quartiers politiques de la ville. Et je suis tombé sur cette publication, là, comme vous le voyez, hein, du Centre national des politiques de lutte contre l'exclusion, contre la pauvreté et l'exclusion, pardon, que vous connaissez peut-être, hein, le CNLE. Donc, elle est récente, hein, elle est de juin 2024. Faire de la transition un levier de l'inclusion sociale, l'impact social de l'écologie. C'est vraiment une publication qui tombe à pic, si je puis dire, parce que vous trouvez là-dedans, en gros, tout ce que je viens de vous dire là est résumé beaucoup plus précisément que ce que, encore une fois, je viens de vous dire, avec des vraies pistes de travail et où on comprend effectivement que cet impact social de l'écologie doit vraiment être pris en considération et ne doit pas juste être, encore une fois, un instrument commode. Vous avez entendu parler du greenwashing, eh bien, ne doit pas justement, quelque part, nourrir ce greenwashing. On a des leviers à disposition pour cette inclusion sociale, et parmi ces leviers à disposition de l'inclusion sociale, l'agriculture urbaine en est un, et participe justement, encore une fois, à cet impact social de l'écologie et à cette transformation sociale aussi à travers les différentes innovations sociales. Je voudrais juste vous donner un aperçu de ce sur quoi moi je travaille pour vous faire comprendre un petit peu comment je vois les choses aussi par rapport à cet impact social de l'écologie et cette notion d'inclusion sociale et de transformation sociale. Depuis 3 ans maintenant, je travaille donc au sein d'un master à Paris Cité, donc anciennement Paris Descartes, dans un master qui forme les travailleurs sociaux et les porteurs de projets autour du travail social. Et dans ce master, on a mis en place avec la directrice du master, qui s'appelle Zoé Rollin, on a mis en place un module qui est consacré justement au lien entre travail social et écologie. Et notre intuition, pour rendre à César ce qui appartient à César, l'intuition notamment de Zoé, en tant que directrice de ce master, c'était de se dire, alors on se connaît depuis très longtemps, on travaille depuis une quinzaine d'années ensemble, elle a un peu découvert l'agriculture urbaine par nos discussions, hein, et elle a compris que l'agriculture urbaine, effectivement, avait
portait en elle justement cette transformation sociale quelque part. Et donc, elle a eu l'intuition, en étant formatrice de travailleurs sociaux dans son master, que on parlait très très peu d'écologie dans ces masters-là, et qu'on restait au fond dans son couloir social. Et l'idée, c'est de décloisonner justement les couloirs et de lier travail social et écologie. Et pour ça, elle m'a demandé, avec d'autres, hein, de venir, de construire un module et sur une année entière, avec ces travailleurs sociaux, eh bien, de travailler à les acculturer à la question écologique et à la question des transitions socio-écologiques, pour qu'ils puissent mettre en pratique eux-mêmes ensuite, en revenant dans leurs institutions et dans leurs structures, des projets à dominante socio-écologique. Donc, ça fait 3 ans qu'on expérimente ce master. Ça marche plutôt bien. On a fait un certain nombre de journées d'études autour. Il y aura des grosses journées d'études, si ça vous intéresse, qui se dérouleront et qui feront un peu le bilan de ces 3 années à Dijon du 4 au 6 juin 2025, qui seront intitulées tout simplement travail social et écologie. L'agriculture urbaine, ça ne vous surprendra pas, compte tenu de ma très longue présentation, l'agriculture urbaine constitue un petit peu, je dirais, le socle de ce master, en tous les cas de ce module intégré au master. Et par l'agriculture urbaine, on essaye de leur montrer comment effectivement elle peut être cette fameuse passerelle pour discuter de l'écologie dans les quartiers populaires. Vous le savez aussi bien que moi, hein, discuter de l'écologie dans les quartiers populaires, c'est pas toujours simple. Il y a aujourd'hui une forme de rejet, de méfiance autour des politiques écologistes, et d'ailleurs on peut pas, ça peut guère nous surprendre, hein, compte tenu de cette verticalité aussi quelque part des politiques écologistes. Et donc, au fond, l'idée, c'est peut-être, grâce à l'agriculture urbaine, de renouer un petit peu le fil du dialogue autour de l'écologie. Peut-être pas forcément en parlant d'écologie, parce que des fois, c'est en parlant pas directement avec certains mots qui sont bien construits, je dirais, désormais socialement, et qui portent en eux des germes presque, je dirais, de passion triste, hein. On s'écharpe beaucoup aujourd'hui autour des questions écologiques. Et bien de pouvoir, au fond, faire ou en tous les cas amener ce sujet de l'écologie à travers à la fois des questionnements sur l'alimentation, sur l'agriculture effectivement, et puis sur tout ce qui constitue cet environnement autour donc des questions liées à l'agriculture urbaine. Donc voilà, c'est l'idée de ce master avec lequel on va, avec nos étudiants, on va voir différents espaces en agriculture urbaine, différents espaces qui mobilisent les questions sociales et agricoles. Et donc, avec l'idée, toujours, encore une fois, de travailler sur cette notion de transformation sociale. Voilà, j'en ai fini. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention.